La nappe de Champigny en Seine-et-Marne s'étend sur plus de 1700 km². Elle alimente en eau potable la quasi-totalité des communes de la Brie ainsi qu'une partie de l'agglomération parisienne. Malheureusement, depuis une vingtaine d'années, son niveau ne cesse de baisser. La nappe est surexploitée. Par ailleurs, les fertilisants et les pesticides utilisés par l'agriculture ont rendu l'eau de certaines communes non conformes à la réglementation. C'est dans ce contexte, connu depuis une dizaine d'années, que les collectivités de la Brie centrale ont décidé de réagir. L'origine de ce dossier, ça part à peu près de 2007, début 2007, où on s'est réunis ici avec les 15 communes et 2 syndicats. Parce qu'il faut savoir que Vaudois avait de l'eau beaucoup chargée de fluor. Vous aviez Quiers, l'eau était complètement inutilisable à la consommation. Vous avez Courpalais, pareil. Donc il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, les collectivités qui distribuent une eau non conforme, quoi qu'il arrive, ont une obligation de remédier au plus vite et dans les meilleurs délais au rétablissement de la qualité de l'eau. La solution retenue, l'abandon du captage dans la nappe de Champigny et la connexion en eau potable sur le réseau au sud parisien. Donc les communes de la Brie centrale qui viennent se raccorder sur nos installations vont à terme très certainement rejoindre notre syndicat pour la compétence gros transport. Et ils seront alimentés demain en eau de surface, en eau de Seine traitée, comme nous, le syndicat de la région de Tournan, puisque ça sera la même eau. Mais les travaux impliqués sont énormes. Il s'agit en effet de recréer entièrement un réseau d'interconnexion entre les 17 communes concernées par le projet. C'est la commune de Fontenay-Trésigny qui prend la maîtrise d'ouvrage. Vu la complexité du projet, la commune s'assure aussi des services d'un assistant maître d'ouvrage, la DTT 77, Direction des territoires de Seine-et-Marne. Pour exercer la maîtrise d'œuvre, c'est l'entreprise Sogrea du groupe Artelia qui est retenue. Il lui faudra près de 2 ans pour concevoir le projet dans ses moindres détails. Le projet s'étend d'ouest en est de Gretz-Sarmainvilliers à Vaudois et du nord au sud de Morcerf à Courtemer. Donc, le projet représente un linéaire de 67 km de canalisation. Un appel d'offres pour la réalisation des travaux peut enfin être lancé. Il est vaste, il est complexe, les procédures d'exécution des travaux sont extrêmement rigoureuses et surtout il comporte un volet environnemental important qui impose l'usage de techniques et matériaux inédits. Pour les 3 entreprises Sturno, ATP et Sitpo, un tel chantier est une première. Dès l'origine, on s'est vraiment posé la question de savoir si on allait étudier cette affaire parce que tout de suite on a bien évidemment on s'est rendu compte qu'il fallait mettre au stade de l'étude des moyens importants et mobiliser donc beaucoup de partenaires. On s'est donné les moyens de le faire et ce qui a été, c'est qu'on s'est dit ça va nous servir plus tard. Et PME, on a besoin d'avoir des challenges comme ça parce que évidemment il y a des groupes qui ont les moyens, qui sont puissants et ça nous a motivés énormément. Et tout le monde est parti au quart de tour. Michel m'a proposé de répondre à l'appel d'offres 4 jours avant. Lui faisant confiance et se connaissant, je lui ai juste demandé de me le fournir pour que je puisse au moins le parcourir, pour voir un peu s'il n'y avait pas de, comme on dit dans le jargon, de loup sur l'opération. Et en moins de 24 heures, je lui avais donné mon accord de coopération. Il fallait mettre presque 3 mois pour répondre. Et en 3 semaines, alors là je tire mon chapeau au bureau d'études respectif de Sturno et de ATP qui ont fait un boulot prodigieux. Tous les majors de la profession répondent à l'appel d'offres, mais c'est au bout du compte le groupement composé de Sturno, entreprise d'Avranches, d'ATP, entreprise nantaise, et Sitpo, entreprise de Saint-Lô, qui est jugé le plus à même de répondre à toutes les exigences du marché. Il faut savoir qu'on le sait après coup, mais toutes les entreprises qui ont répondu sur cette affaire étaient comme nous, constituées, y compris même des groupes. Donc, des mastodontes groupés, je ne sais pas si ça court aussi vite que des indépendants groupés. Je pense la preuve, on a su courir aussi vite qu'eux, au moins, même plus vite un peu pour avoir l'affaire. Pour chacun des acteurs de l'opération Brie centrale, ce projet restera unique de par son ampleur et sa complexité. Et ceci d'autant plus que la réalisation des travaux s'est opérée en moins de 10 mois.
Comme pour toute entreprise d'envergure, tout a commencé par une préparation sur le terrain minutieuse. Donc la préparation du chantier a été très importante, en particulier les premiers mois. Les 3 premiers mois ont été consacrés exclusivement à faire des plans d'exécution, à bâtir le projet dans son détail avec l'ensemble des projeteurs, dessinateurs et conducteurs de travaux du chantier. Ça c'est très très important, l'anticipation. Elle se concrétise par des hommes de terrain qui vont venir bien en amont de la réalisation des tranchées, faire tout un tas de missions, des missions de repérage de réseaux existants qui vont nous permettre de matérialiser au mieux toutes les contraintes souterraines. Chaque membre du groupement a déjà posé des centaines de kilomètres de canalisation de tout diamètre et de presque tout type. Mais le projet Brie Centrale apporte son lot de nouveautés. À commencer par le tuyau ZMU de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, dont la contribution logistique a été l'une des clés du succès de l'opération. En effet, la pose du fameux tuyau bleu implique la maîtrise de techniques spécifiques. Particulièrement résistants, ces tuyaux dont les diamètres se déclinent de 100 à 500 mm permettent d'utiliser les matériaux extraits lors du creusement des tranchées comme matériaux de remblai. Autre originalité du chantier, le réseau doit être entièrement équipé en fibre optique. Sur nos télécoms a à charge la réalisation d'un réseau optique d'environ 55 km, permettant l'interconnexion et la télégestion sur le futur site de Gretz-Sarmainvilliers. La fibre optique permet le passage d'un flux beaucoup plus important d'informations ainsi qu'une meilleure fiabilité. Donc les informations qui sont collectées, ce sont des informations de pression et de débit sur le réseau. Donc elles sont remontées tous les jours à l'exploitant de ce fameux réseau, donc qui lui permettent de s'adapter à une anomalie, donc d'intervenir pour une réparation éventuelle. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des 67 km de canalisation, il y a aussi les réseaux des différentes communes, donc ça représente quand même des centaines de kilomètres de réseaux qu'il faut surveiller. Donc STGS a posé les systèmes d'interconnexion de l'information, c'est-à-dire qu'elle a utilisé la fibre optique posée par Sturno Télécom pour mettre les points qui permettent de communiquer, de remonter cette information. Elle a aussi posé 2 systèmes de surpression sur le réseau, puisqu'il y avait des points particuliers qui nécessitaient d'augmenter la pression, donc pour permettre d'avoir une qualité, encore une fois, d'usage chez l'abonné qui soit confortable. Le réseau d'interconnexion circule dans des zones rurales, mais aussi des villes, traverse des routes nationales, des voies de chemin de fer, des rivières. Une grande variété de terrains donc, pour lesquels on a utilisé un grand nombre de techniques différentes. Sur ce chantier, à la demande du client, on a fait un usage extensif des techniques sans tranchée, comme le forage dirigé, le forage tarière ou le microtunnelage. Pour l'essentiel du réseau, la pose s'est faite de manière traditionnelle. Une tranchée est préalablement creusée à la pelle mécanique. Puis on y dépose un lit de sable ou de gravier pour stabiliser le sol. L'amener du nouveau tuyau se fait à l'aide d'une élingue et d'une pelle mécanique. Si la hauteur de la tranchée est trop importante, on installe des blindages afin de protéger les travailleurs. Avant de mettre le tuyau suivant, le poseur inspecte le joint du dernier tuyau posé. Il contrôle que le joint est bien en place et ne présente pas de défaut avant de le lubrifier. Le tuyau est posé à plat avant d'être engagé dans le manchon. L'emboîtement se réalise à la barre à mine ou à la pelle mécanique. Pour le franchissement des rivières ou de certaines routes, on utilise la technique du forage dirigé qui a la propriété de ne pas perturber l'environnement. Contrairement au forage horizontal, la trajectoire courbe d'un forage dirigé permet de faire passer la conduite sous des obstacles en partant de la surface, de sorte qu'aucune excavation importante n'est requise. La technique du forage tarière consiste à enfoncer dans le sol, à l'horizontale, une gaine d'acier sous un obstacle. Une fois la gaine d'acier installée,
Les canalisations peuvent être ensuite insérées à l'intérieur. Le microtunnelage est un forage horizontal particulièrement adapté aux conduites profondes et aux milieux fortement urbanisés. Le principe consiste à enfoncer dans le sol, à l'horizontale, des fourreaux de béton à la suite d'une tête foreuse qui tourne et broie les terrains. Elle avance à l'aide de vérins hydrauliques qui transmettent leur force à la tête de coupe. Une fois les tuyaux béton installés, les canalisations peuvent être ensuite insérées à l'intérieur. Il faut savoir qu'ATP avait en charge les traversées plus spécifiques en microtunnelier sur ce projet. Le plus gros échangeur à traverser, 160 mètres, représente environ 1 mois et demi de travaux entre la création des puits, la phase de microtunnelage, à peu près 1 mois, et les raccordements de canalisation à suivre. La sécurité a constitué une priorité sur le chantier, pour protéger les travailleurs bien sûr, mais aussi les usagers de la route. Toutes les mesures de sécurité qui sont prises sur ce chantier-là sont particulièrement importantes, vu le nombre de voitures et de poids lourds qui passent sur la route RN4 en particulier. Donc on a fait appel aux gens de la DIRIF. En partenariat avec eux, on a mis une signalisation bien en amont afin de protéger nos équipes. La réussite de ce chantier doit beaucoup à la capacité de toutes les parties intéressées à travailler et à dialoguer ensemble malgré leurs différences et leurs intérêts parfois divergents. La mise en place de réunions régulières et la disponibilité de chacun a permis ainsi d'anticiper les problèmes rencontrés au cours du chantier. Lorsque c'est arrivé, le client en début du chantier avait quelques requêtes à nous faire, quelques motifs d'insatisfaction. Il pouvait s'adresser à moi-même ou à Monsieur Jeannot de chez ATP. C'est du direct, c'est-à-dire que voilà, on va directement au dirigeant et du dirigeant, ça descend tout de suite à l'organe exécutif. C'est beaucoup plus convivial aussi, puisqu'on a affaire à des hommes, on n'a pas affaire à des machines. Donc ça aussi c'est important, parce que c'est un métier d'homme et la valeur humaine tient une place prépondérante dans nos métiers. La coopération entre les entreprises du groupement Sturno ATP Sitpo a été essentielle à la bonne marche du projet. Le groupement a décidé de mutualiser les moyens respectifs de chacune des entreprises. Une société en participation a été créée. Les 3 entreprises partagent les mêmes locaux. Une direction opérationnelle unique a été mise en place. Un responsable qualité, sécurité et environnement a été affecté à temps plein. Enfin, de nombreuses procédures et activités ont aussi été mutualisées. Il y a des prestations, on va dire, qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, je pense aux dessinateurs, aux projeteurs, aux géomètres, les autocontrôles avec les essais de compactage, les essais hydrauliques, etc. Tout ça, ce sont des travaux que l'on retrouve systématiquement dans chacun des tronçons des 3 entreprises. Donc on peut les mutualiser de façon à disons, avoir une cohérence et une similitude dans la façon de faire et dans la gestion. Chaque entreprise avait sa propre organisation. Chacun a pu pêcher, je dirais, dans des organisations positives qui pouvaient profiter à l'ensemble du groupement. Chacun a porté sa pierre à l'édifice. Et que forcément, je pense qu'on s'en rappellera souvent des nombreuses réunions qu'on a eues entre nous, des difficultés rencontrées, des coups de main entre nous pour réussir à relever tous les défis qu'on avait. Et à partir du moment où tout le monde était d'accord sur l'objectif de satisfaction du client, derrière, on se mettait en batterie, on mettait les moyens à disposition et on savait faire ce qu'il fallait pour satisfaire ce client-là. Et ça se passe, j'allais dire, merveilleusement bien. Et il y a une ambiance formidable sur le chantier. Vraiment, ça motive les troupes comme jamais un chantier comme ça. Tout le monde a du plaisir à travailler. À tout point de vue, le chantier de la Brie centrale aura été exemplaire sur le plan environnemental. Nous avons déjà évoqué le recyclage des matériaux de remblai et l'utilisation extensive des travaux sans tranchée. Mais l'un des aspects les plus innovants est sans doute la réalisation du bilan carbone. Le bilan carbone, c'est la première fois qu'on en réalisait un de A à Z sur un chantier. Et en réalité, il nous a permis de réfléchir d'abord à nos façons de travailler et à nous poser les bonnes questions. Une conséquence de ce bilan carbone, c'est de privilégier le ferroutage pour l'approvisionnement des tuyaux. Ça a fait économiser 115 000 km de camions.
l'interconnexion des réseaux d'eau potable de la Brie centrale a constitué une aventure collective exceptionnelle. Le souvenir qu'on peut garder de cette aventure, d'abord, c'était extraordinaire, c'était un beau chantier. Moi, je suis quand même content d'avoir mené ça, quoi. On va quand même arriver à se raccorder sur un réseau où on aura au moins de l'eau de bonne qualité. On a réussi parce qu'on était une équipe et ça formait qu'un. Et je crois bien que c'est la leçon qu'on peut retenir. C'est beaucoup d'investissement en temps et de travail en dehors du chantier, mais ça reste malgré tout une bonne expérience. Et je dirais même plus une très très bonne expérience. Ça reste un chantier exceptionnel. Je ne suis pas persuadé qu'on va refaire demain un chantier de cette envergure. Oui, c'était un très très gros chantier et beau chantier. Pour moi, une grande fierté et une satisfaction personnelle, et notamment aujourd'hui aussi avec les entreprises et l'organisation mise en place et le professionnalisme dont ils font preuve depuis le début de l'opération. Je dirais un chantier de rêve parce que c'est vraiment le type de chantier qu'on rencontre, ça se compte sur les doigts d'une main dans une carrière comme la mienne. Pour moi, ce projet, c'est l'aventure, un esprit d'équipe fort, un côté humain important. À titre personnel et avec les équipes FITPO, ça va nous apporter quand même une bonne expérience d'un chantier de cette importance. Ah, un chantier comme ça, je suis prêt à le refaire, mais dans la Manche. J'ai une trentaine d'années que je suis dans le métier, on va dire. Ça restera le plus gros chantier en volume que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Et donc, effectivement, j'en suis assez fier, on va dire ça. Et même si c'est à 4 heures de route, je dois dire que ça a toujours été un plaisir de me rendre sur ce chantier-là, de par la bonne humeur qui a régné. L'esprit de travail, de professionnalisme, c'était vraiment, voilà. Donc je remercie tout le monde vraiment d'avoir donné le meilleur de lui-même sur ce projet-là. Il y a eu un avant et il y aura un après Brie centrale. C'est un chantier en tout point remarquable.